Le bloc-notes de Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee, l'IJC, dont on a parlé il y a quelques instants avec Frédéric Dabi. Mais on va s'intéresser à l'international aujourd'hui, au dossier ukrainien en particulier, à la manière dont le nouveau positionnement américain peut impacter peut-être à court ou moyen terme les intérêts israéliens. D'abord, Simone, comment la crise ukrainienne est-elle selon vous perçue par l'administration Trump et ses soutiens? Comment expliquer ce que beaucoup ont qualifié d'abandon de la cause ukrainienne? Écoutez, ça dépend à qui vous parlez. Globalement, je dirais qu'il y a quand même très clairement un revirement. Alors, il y a ceux qui expliquent ce revirement par ce qu'on appelle the art of the deal, c'est-à-dire la manière de Trump de négocier, que son objectif, c'est de faire en sorte qu'effectivement qu'il y ait une paix entre l'Ukraine et la Russie, et que la seule manière de le faire, c'est en rassurant la Russie, qui autrement ne viendrait pas à la table de négociation. Ensuite, il y a... Et ça, ce premier argument vous paraît intéressant à explorer? Alors, c'est toujours difficile de se mettre dans leur tête. Moi, ce qui me semble très compliqué dans cette argumentation, c'est de se dire que pour ça, il faut répéter plus ou moins les éléments de langage de Poutine. C'est-à-dire que c'est l'Ukraine qui aurait déclenché la guerre, ou que Zelensky est un dictateur. Zelensky est un dictateur. Bien évidemment, cet incident à la Maison-Blanche, le vote des États-Unis à l'Assemblée générale des Nations Unies, où pour la première fois, les États-Unis ont voté contre les Européens, contre l'Ukraine, avec la Russie, avec la Corée du Nord. Donc, ça me semble quand même un peu compliqué. Ensuite, il y a ceux qui disent qu'une très grande majorité des Américains ne souhaitent plus cette guerre et ne souhaitent plus l'implication des États-Unis pour une guerre qui leur semble loin. Une sorte de fatigue d'opinion publique américaine, un peu similaire à ce qu'on avait vu il y a 15 ans après l'Irak. Et qu'il y a un objectif stratégique pour les États-Unis. Ça, c'est notamment le secrétaire d'État Rubio qui a essayé d'expliquer cela, que l'objectif aujourd'hui des États-Unis, c'est de mener une confrontation avec la Chine. Et donc, il faudrait détacher la Russie de la Chine, comme Kissinger, dans le sens inverse, dans les années 70. Et ça, c'est de la grande stratégie, comme on dit chez les géopolitologues. Ça vous semble une analyse opératoire Alors, c'est en soi quelque chose qui se tient. Je ne peux pas dire le contraire. Par contre, de nouveau, je pense c'est méconnaître, ou en tout cas mal analyser la situation qui existe aujourd'hui entre la Chine, la relation qui existe aujourd'hui entre la Chine et l'Ukraine, et la Russie, qui en réalité est une relation stratégique, et de penser que par un revirement comme ça, on va réussir à détacher les deux, j'ai du mal à y croire. Et la deuxième chose, c'est que il faut aussi pas oublier ce que ça envoie au reste du monde, c'est-à-dire à tous les autres autocrates du monde qui regardent la situation de près. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que si les États-Unis aujourd'hui abandonnent leurs alliés, est-ce qu'on peut encore faire confiance aux États-Unis? Et donc, c'est aussi un champ ouvert pour tous les autres autocrates dans le monde. Il y a eu un article dans la presse américaine la semaine dernière qui disait que, par exemple, qu'avec l'action de Musk, de Doge, c'est-à-dire où il limoge un certain nombre d'employés du gouvernement fédéral, la Russie et la Chine et l'Iran sont maintenant en action pour essayer de recruter ces anciens membres de l'administration américaine. Exactement. Donc, je pense que tout cela crée une situation extrêmement dangereuse. Et encore une fois, l'autre chose, c'est que l'ordre mondial que nous avons établi après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un ordre mondial qui s'est créé sur des alliances, et notamment sur ce qu'on appelle l'Occident, qui partage un certain nombre d'intérêts, bien sûr, mais aussi des valeurs. Et ces valeurs, aujourd'hui, sont malheureusement extrêmement mises en question. Et je pense que c'est
très dangereux. Nous rentrons effectivement dans une phase très dangereuse pour ce qu'on peut appeler, on appelait encore le monde libre. Et Emmanuel Macron a parlé d'une nouvelle ère qui s'ouvrait désormais. Est-ce que Donald Trump peut également parvenir à obtenir quelque chose de la Russie sur le dossier iranien? On sait que l'Iran et la Russie ont une relation importante. Un accord stratégique a été signé entre les deux. Les deux pays entretiennent des relations à la fois économiques, militaires, nucléaires. Est-ce que on a appris il y a quelques instants que Donald Trump, dans une interview à Fox News, avait indiqué avoir envoyé une lettre au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pour lui expliquer qu'il avait une préférence pour négocier un accord. Est-ce que, on sait qu'il y a des discussions par ailleurs qui ont démarré entre les Russes et les Iraniens, est-ce que c'est pas aussi ça qui se négocie entre le Kremlin et la Maison-Blanche? Oui, je pense que ça en fait partie, mais de nouveau, on peut se poser quand même des questions. Je pense que c'est ignorer l'idéologie qui est derrière et le projet idéologique qui est derrière. C'est la même chose en ce qui concerne Poutine, c'est-à-dire c'est de ne pas comprendre que le projet de Vladimir Poutine est un projet impérial. Et c'est la même chose en ce qui concerne la République islamique d'Iran, c'est de ne pas comprendre qu'au fond... Le deal passe après l'idéologie pour ces deux pays? Bien évidemment. Et en réalité... Il l'a déjà vécu en 2016, quand il est devenu président des États-Unis, où il avait commencé également une négociation sur un certain nombre de points. Et par ailleurs, également sur la Corée du Nord. Exactement. Il n'est pas allé très très loin. Exactement, où il a effectivement essayé de négocier de la même manière, mais c'est en partant du principe que l'adversaire, ou en tout cas le partenaire dans la négociation, veuille également arriver à un résultat ou à un compromis. Alors que, encore une fois, la République islamique d'Iran et Vladimir Poutine ont démontré depuis des années et des années que leur objectif est autre, est un projet idéologique, hégémonique et impérial. Simone, il nous reste 45 secondes, la réponse mériterait au moins 10 minutes. Est-ce que cette diplomatie du tout transactionnelle pourrait un jour poser problème à Israël si, par exemple, le président américain décidait un jour qu'il aurait intérêt à signer un accord global avec l'Iran pour des raisons principalement mercantiles? Écoutez, premièrement, il faut dire que bien évidemment l'administration Trump est très pro-israélien en ce moment, et en tout cas depuis ce mandat. Après, je dois dire que si j'étais Benjamin Netanyahou, ou en tout cas le gouvernement israélien, je m'inquiéterais de cette manière uniquement transactionnelle de fonctionner. On le voit sur le dossier iranien, c'est quelque chose qui peut inquiéter, et aussi sur les débuts des négociations directes entre les États-Unis et le Hamas, qui ne vont pas non plus dans un sens... je pense que le gouvernement israélien souhaitait. Même si le consul général aux États-Unis, Ophir Akouni, explique que c'était tout à fait normal. On verra si la position est maintenue. Merci beaucoup, Simone Rodin-Bezaket, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'IDC. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.